Bonjour à tous, de la petite provocation évidemment, mais Canon a décidé de ne pas stabiliser le Canon R8, donc capteur fixe. Par contre, ils ont quand même eu l'intelligence de faire un objectif de kit qui lui est stabilisé. A l'inverse, chez Sony, ils ont décidé de faire des choix qui sont opposés. Ils stabilisent le capteur sur le Sony A7 IV, mais c'est vrai qu'ils mettent quasiment jamais de stabilisation sur les focales fixes et sur quelques rares zooms. Un 24-70 chez Sony n'a pas de stabilisation. Et j'étais curieux, quoi. J'avais vraiment envie de me dire quelle est la meilleure stabilisation entre un capteur qui est fixe avec un objectif stabilisé vs un capteur qui est stabilisé mais avec un objectif qui n'est pas stabilisé. Et donc je vous montre les rushs, sachez que les deux appareils photo ici sont sur la même barre, donc ils suivent exactement les mêmes mouvements. Et je ne vais pas vous donner moi qu'est-ce que j'en pense, j'ai envie vraiment de vous lire dans les commentaires. En commentaire, dites-moi lequel des deux vous paraît le mieux stabilisé selon vous, sachant que, évidemment, j'ai pas mis de stabilisation en post-production, sinon ça aurait aucun intérêt, mais j'ai pas non plus activé la stabilisation numérique sur aucun des deux boîtiers, donc là on voit uniquement de la stabilisation optique. Donc dites-moi en commentaire lequel des deux vous paraît le mieux stabilisé. On peut voir aussi une grosse différence sur la colorimétrie, enfin en tout cas selon votre sensibilité, mais je trouve que le contraste appliqué dans l'image, la colorimétrie de l'image est quand même assez différente sur les deux. Regardez le mur, on a l'impression qu'il n'est pas du tout de la même couleur. Dites-moi aussi en commentaire laquelle des deux colorimétries vous préférez. Ici dans cette vidéo, et on va évidemment faire un petit test de ce kit du R8 RF 24 50 mm f4.5 6.3 IS STM. Évidemment, comme tous les objectifs de kit, l'ouverture est réduite. En pleine journée, ça va suffire. Par contre, dès que vous allez être en intérieur ou à la fin de la journée ou de nuit, vous allez devoir monter énormément dans les ISO et la qualité va se dégrader. Donc, on est sur un moteur STM en termes d'autofocus, donc on s'attend à des performances moyennes de gamme. Stabilisé, ça c'est vraiment la grosse bonne nouvelle de cet objectif-là. Malheureusement, il n'est pas tropicalisé et il n'est pas traité sur la lentille avant pour faciliter le nettoyage des poussières ou de l'eau. Ultra compact, 210 grammes seulement. Et moi, cet objectif-là, en fait, il a deux positions. Il a une position où en fait il est ouvert et il a une position entre guillemets où il est replié. Une fois replié, c'est quand même un des rares pleins formats que j'arrivais à glisser dans ma poche. Évidemment, ça fait quand même un petit bloc, mais ça rentrait dans ma poche quand même. C'est un fun fact entre guillemets. Pas de capacité particulière en termes de macro, et évidemment, sa qualité, c'est son prix, 199 € en kit, et vous avez du 24 mm. Dans tous les objectifs d'habitude de kit, ça commence à 28 mm, et c'est vrai que pour le portrait, vous manquez un peu de grand angle. Ici, vous avez le vrai grand angle à 24 mm, vous avez le 50 mm pour faire des portraits, donc on est sur un objectif de kit qui va vous permettre un peu de tout faire. Quelques exemples de photos que j'ai fait sur le terrain. En fait, c'est un objectif de kit qui exploite pleinement, je pense, les capacités d'un capteur comme le Canon R8. Donc j'ai pu faire évidemment du paysage sans problème, mais aussi un peu de portrait. De manière générale, c'est ce qu'on attend d'un objectif de kit. C'est un objectif qui passe partout et qui permet de faire des photos en exploitant correctement le capteur. La plage focale 24-50, alors évidemment c'est une plage focale x2. Je pense que Canon a préféré faire quelque chose de qualité sur toute la plage focale plutôt que de faire trop de compromis sur une plage focale plus étendue. En plus, ils l'ont stabilisé. Donc ça, c'est un parti pris que vous validez ou vous validez pas. Sachez qu'en termes de piqué, je dois dire que j'ai été plutôt surpris parce que le piqué à la pleine ouverture est excellent. Et même sur les côtés, d'habitude sur les objectifs de kit, on s'attend à des trucs complètement hideux sur les côtés. Alors, c'est pas parfait sur les côtés, mais il faut vraiment que je vous zoome à 300% pour que réellement vous voyez la différence entre du 6.3 ou du F8. Donc je trouve que quand même ça fait globalement ça fait bien le job en fait pour un objectif plein format. Je m'attendais vraiment à des côtés qui étaient largement de moins bonne qualité que ça. Alors sachez que ces bonnes performances là, c'est le cas aussi à 35 mm. Et pareil, à 35 mm, franchement, je trouve que l'homogénéité est plutôt pas mal. Finalement, ce dont il souffre le plus, et on le voit sur ces photos-là, c'est de vignetage. Parce que effectivement, regardez, quand vous regardez le côté, là on a l'impression qu'il s'est éclairé. Il ne s'est rien passé entre ces deux photos, si ce n'est que le vignetage a probablement disparu en passant de 6.3 à F8. Donc de manière générale, moi je trouve qu'il y a une bonne prestation optique. Oui, l'homogénéité n'est pas parfaite, mais franchement pour un objectif de kit, c'est plutôt satisfaisant. Et évidemment, il y a un peu de vignetage, mais le vignetage c'est le truc le plus facile. Vous ne le voyez pas sur le JPEG et on a les profils de correction à l'intérieur des logiciels. Allez, petite pause dans la vidéo. Vous le savez, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Canon. Mon moyen de financement, c'est ipln.fr, code créateur Damien. Donc, si vous voulez m'aider à continuer à faire ces vidéos et si cette vidéo vous a été utile, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Moteur STM, moi je l'ai utilisé.
en conditions autofocus, vous voyez, si je m'amusais avec des vélos, avec des trottinettes et compagnie, vous voyez, il y a une moto là qui passait assez rapidement. Je dois dire que j'ai été plutôt satisfait de ces moteurs STM, que ça soit en photo ou en vidéo. Vous voyez ici, sur une balançoire, c'est quand même très difficile. Alors, je ne dis pas que toutes les photos sont réussies. Je pense qu'on a un taux de réussite qui est supérieur sur les focales fixes ou sur les zooms haut de gamme. N'empêche que, regardez, là, elle est sur une balançoire. Et c'est pas facile, la balançoire. Et on a un taux qui est au moins 80% de réussite sur cette balançoire-là. Donc non, franchement, ça fait plutôt bien le boulot. Évidemment, j'ai aussi essayé de faire un peu de vidéo avec. Et là, pareil, j'ai trouvé qu'en vidéo, franchement, l'autofocus faisait bien le boulot. Alors oui, il peut y avoir des petits loupés, là, on vient d'en voir un. Mais de manière générale, je trouve que ça exploite correctement les capacités d'un Canon R8. L'autofocus fait son job. Évidemment, il est probablement aidé par le fait qu'on a toujours une profondeur de champ qui est suffisamment large, et donc forcément, c'est plus facile pour le moteur autofocus. On est sur un objectif qui a quand même pas mal de flair. On n'a pas de pare-soleil évidemment sur cet objectif-là, c'est un accessoire que vous pouvez ajouter en plus. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que lorsqu'on se mettait face au soleil, clairement, vous voyez, on va arriver parfois à trouver quand même pas mal de flair. On va perdre un peu le contraste quand on est face au soleil. C'est un objectif de kit, on ne s'attend pas à ce que tout soit parfait. Clairement, là, je trouve que le flair est assez prononcé et il va falloir faire attention si vous avez prévu de passer la journée à shooter face au soleil. Ça sera peut-être pas l'objectif idéal pour 199 € d'attendre ce genre de prestation-là. Mais si vous n'avez pas prévu de shooter toute la journée face au soleil, j'ai pas été plus gêné par le flair, sauf le moment où j'ai fait le test du flair et où j'ai cherché réellement à le créer. Bon, évidemment, objectif de kit compact, 24 mm, grosse distorsion. Vous voyez, ça c'est la distorsion de base à 24, ça c'est la distorsion à 35. Donc on a une distorsion ici en barillet, très prononcée à 24 mm. Alors sachez qu'évidemment, la distorsion elle est automatiquement corrigée par l'appareil photo. En JPEG, vous ne la voyez jamais. Et en RAW, vous avez les profils de correction, c'est pareil, normalement vous ne la voyez jamais. Mais il faut savoir que naturellement, on est sur un objectif qui demande à être corrigé. Les aberrations chromatiques, c'est plutôt la bonne surprise. Moi je m'attendais généralement du 24 mm, wow, c'est chaud sur des trucs comme ça, et c'est pas le cas. J'ai pas vu d'aberration chromatique particulière. Vous voyez, là, je suis à 800% sur cette photo-là. Et d'habitude, on s'attend à ce que toutes ces branches, elles soient toutes violettes, toutes rouges et compagnie. Là, c'est pas le cas. Donc, j'ai trouvé qu'en termes d'aberration chromatique, elles étaient plutôt bien contrôlées. Bon, alors, est-ce que je vous le recommande, ce kit? Oui, en fait, c'est un grand oui, parce que moi, je valide le fait que de mettre la focale 24 mm sur un kit, c'est une bonne idée. Ça utilise bien l'autofocus, il est stabilisé, donc ça compense le capteur qui n'est pas stabilisé. 50 mm, on peut faire des jolis portraits. Donc évidemment, c'est une focale de kit qu'on va principalement utiliser quand la lumière ne manque pas trop. Mais franchement, il fait son boulot, il se laisse bien oublier, 210 grammes. Moi, pour 199 €, on en a très très largement pour son argent. Donc oui, clairement, pour moi, c'est une focale, c'est un objectif. Si vous n'avez pas de 24-70 ou de 24-105, que je ne peux que vous conseiller, ça vaut vraiment le coup. Évidemment, c'est dispo chez ipln.fr, code créateur Damien. Ça soutient mon travail, c'est très important pour moi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!